Bonjour et bienvenue sur ANews Mobility, le média web TV des mobilités, pour cette nouvelle grande interview. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Yves Pasquier-Devine, qui est président de Volvo France. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, je crois que vous avez fait HEC et vous avez également une maîtrise en sciences économiques. Et puis, vous avez démarré votre carrière automobile chez BMW, et puis vous êtes passé chez différents constructeurs. Mais enfin, vous le savez mieux que moi, donc vous allez me l'expliquer. Oui, au départ, je suis parti dans des carrières un peu commerciales et un peu à l'étranger. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'attaquer ma carrière automobile chez BMW et le virus ne m'a jamais quitté. Donc voilà, j'ai fait du premium, du généraliste. Voilà, je suis passé dans différents groupes, le groupe Fiat, le groupe General Motors. Un peu dans les réseaux, donc je suis devenu le bras droit d'un concessionnaire privé avant de revenir chez un constructeur, chez Volvo. Alors j'ai vu, oui, c'est un passage chez Gémy. Gémy, c'était un distributeur Multimarque Non, c'était un exclusif Peugeot. C'était le plus gros concessionnaire Peugeot qui distribuait de mémoire à l'époque 10 000 VN et 10 000 VO, qui était très implanté dans les pays Angers, Laval, un peu de Bretagne et Côte d'Azur. Alors Volvo, c'est directement président. Directement président. Mais bon, je connaissais un peu parce que j'avais dirigé General Motors en France pendant quelques années. Et voilà, des relations, l'appel du large à nouveau, une expérience qu'on me proposait. Et donc, je suis revenu prendre la présidence de Volvo. 2014. 2014, c'est ça. Il y a 8 ans, pile, je crois que c'était au mois de mai. Oui, le 1er mai. Donc, c'est ça. À quelques jours près, j'ai bouclé mes 8 années. Alors Volvo France, aujourd'hui, un petit tour d'horizon vite fait, c'est combien de concessionnaires, enfin de distributeurs, c'est combien de véhicules? Alors ça a atteint son sommet en 2019, parce que depuis 2019, il s'est passé quelques petits événements, mais la barre des 20 000 voitures vendues immatriculées par an, la barre des 1% de part de marché a été passée l'année dernière. Donc voilà, c'est du petit volume premium, mais sur 3 lignes de produits quasiment exclusivement. C'est un réseau de distribution de 49, il y a une petite cinquantaine d'opérateurs qui gèrent 125 points de vente. Donc voilà, c'est le maillage en France minimum. Et c'est une marque qui est en progression tous les ans, et qui revient de très loin, parce que quand je suis arrivé dans cette entreprise qui venait d'être rachetée par un opérateur chinois, nous étions autour des 10 000 ventes à l'année. Et voilà, en l'espace de 7-8 ans, on est passé à plus de 20 000. Et les 3 lignes de produits, vous nous les rappelez Oui, rapidement. alors ce sont des berlines, des breaks et des SUV. Dans les SUV, une gamme de petits SUV, entre guillemets, parce que chez Volvo, rien n'est vraiment petit, voilà, qui s'appelle la 40. Ensuite, une gamme un peu moyenne qui s'appelle la 60. Et le XC90, qui est le modèle emblématique le plus gros. Donc, une marque très SUV sur 3 lignes de produits. Parce que les SUV font 85% du volume total. Et ensuite, un peu de break et un peu de berline. Alors, Volvo faisait de l'essence et du diesel. Donc aujourd'hui, vous progressez régulièrement, mais en même temps, avec 3 lignes de produits, mais en même temps, il faut changer les motorisations. Comment on arrive à jongler avec tout ça? Alors, Volvo a été assez visionnaire à l'état-major, et a eu ce feeling que la mobilité allait changer, que les technologies allaient changer. Donc très tôt, il y a quelques années, ils se sont engagés sur la voie de l'électrification. Donc dès 2015, la gamme est devenue hybride, micro-hybride à 100%. Puis en 2016, les gammes ont commencé à être hybrides rechargeables sur des motorisations essence. Ce qui était assez visionnaire, parce qu'à l'époque, tout le monde ne jurait que par du diesel, électrifier le diesel. Or, Volvo a dit, la voie de l'avenir, c'est l'hybride rechargeable plus l'électrique. Et quand c'est en hybride rechargeable, sur de la motorisation essence. Donc, à hybrider puis électrifier ces gammes. Et maintenant, nous vendons 2 modèles 100% électriques. Donc là, il n'y a plus d'hybride rechargeable, c'est vraiment du rechargeable pur. Donc, un changement radical en disant, le diesel n'est plus l'avenir. Donc, progressivement, nous avons sorti toutes nos gammes diesel. Il y en a encore une ou deux, mais dans les années qui viennent, c'est voué à disparaître, au profit d'hybrides rechargeables et au profit de 100% électriques qui ont rencontré un succès incroyable et on n'a pas perdu une seule vente. Et ce sera uniquement électrification et tout électrique, ou si Volvo travaille sur d'autres types de motorisation
Il y a des gens qui travaillent sur l'hydrogène, sur un certain nombre de choses, ou alors c'est trop tôt pour en parler? Non, la question revient très régulièrement, et là on est assez direct, assez cash sur le sujet. Volvo s'est engagé sur l'électrification à 100%, donc batterie, pas d'hydrogène, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas trop diversifier. Quand il s'agit d'investissements de recherche comme ça, on ne peut pas trop diversifier ses sources de recherche. Donc 100% de nos moyens sont mis sur l'électrique batterie. Pardon, c'est la raison pour laquelle vous avez un accord vous avez une usine de batterie. C'est ça. En fait, Volvo s'associe, plutôt que de confier la fabrication uniquement à l'extérieur, s'associe avec une entreprise qui s'appelle Northvolt, qui est suédois, et ils font des joint ventures pour créer des usines en commun et donc avoir la recherche et le développement en commun. Et ce sont des usines qui sont installées en Suède, au nord et au sud. Et l'hydrogène, en plus, aujourd'hui, vous avez un rapport coût et usage qui n'est pas très favorable. C'est-à-dire qu'il vous faut beaucoup d'énergie pour obtenir de l'hydrogène et son rendement n'est pas forcément optimal pour un moteur de voiture. Et ensuite, l'extraction et la production d'hydrogène, pour les capacités qu'il faudrait, n'est pas aussi neutre que ça dans l'esprit carbone neutre. Donc il y a des raisons techniques et des raisons d'investissement. On se concentre à 100% sur l'électrique batterie. Alors tous les modèles seront aussi électriques à quelle date? Ça va aller très vite. La maison mère nous dit en 2030, 100% de la gamme sera en 100% électrique. Nous pensons que dans certains pays d'Europe, dont la France, le virage vers le 100% électrique à 90%, j'ai bien 100% électrique, pas hybride rechargeable, se fera sans doute à compter des années 2025. Compte tenu de la chute du diesel, compte tenu des pénalités sur les émissions de CO2, compte tenu des coûts pour passer à l'Euro 7, etc., sur les moteurs, la feuille de route, un peu comme en Norvège, où en Norvège, le marché il est à 80% en 100% électrique, la France en prend le chemin petit à petit. Alors, sauf votre honneur que la Norvège est un plus petit pays, alors que la France est plus compliquée à mailler en borne de recharge. Avec un historique différent et effectivement un maillage. Mais là aussi, nous sommes persuadés que le maillage, qui a été très mou et très lent, là est en train, en tout cas dans l'objectif et l'intention, d'accélérer très fort. Alors, est-ce que c'est l'objet des constructeurs d'accompagner les clients sur la mise en place de bornes, soit dans les entreprises, soit chez eux, soit les collectivités, ou c'est le rôle des collectivités, des pouvoirs publics? On a l'impression que tout le monde dit non, c'est à vous de faire la chose, et c'est pour ça qu'en France, on a du mal à avancer. Les deux, en réalité. Le constructeur n'est pas spécialiste et n'installera pas des bornes publiques. En revanche, le constructeur joue un rôle très important dans le conseil et les ressources à apporter aux particuliers ou aux acheteurs dans les copropriétés. Donc on a des partenariats avec des installateurs et tout un système où quand vous achetez votre voiture, que vous la louez ou que vous la commandez, on vous met entre les mains immédiatement d'un prestataire qui sait récupérer les primes qui existent, qui sait vous l'installer, qui sait vous la tarifer et qui vous fait choisir les modalités. Donc ça, on est très pointu là-dessus. Sur les grands réseaux autoroutiers ou dans les grandes villes, là, on pousse les collectivités locales, les grands acteurs qui sont Total, Engie, etc., à faire leur travail. Il y a la grande distribution aussi, je crois, qui commence à... Qui va très fort. Qui commence à aller très fort. Oui, on lit ça. Auchan, Carrefour, Leclerc installent beaucoup de bornes. Alors, c'est clair que le schéma, c'est de les pousser et d'aller vers de la borne de recharge rapide. Pas du 7 kg ou du 11 kg, parce que la vraie consommation dont on va avoir besoin, c'est de la recharge rapide. Alors sur les valeurs maintenant, donc Volvo a toujours été avait une image de sécurité, puisqu'il a inventé un certain nombre de choses. Je crois que c'est lui qui a mis les ceintures de sécurité, qui a fait tout un tas de choses. Est-ce que aujourd'hui, j'ai relevé sur votre site les trois valeurs, donc la sécurité avant tout, donc ça, je pense que ça n'a pas changé. Surtout pas. Chez Volvo. Il y a le blocage des véhicules à 180 km/h, c'est ça. Oui. Un certain nombre qui est assez symbolique, parce que de toute façon, les réglementations vous interdisent hormis sur circuit, et donc c'est un non-débat. C'est de dire toute la sécurité là, la puissance c'est une chose, le couple est une chose, et la vitesse maximum est une chose aussi. Donc c'est un symbole, c'est une idée, c'est un petit caillou blanc mis sur le chemin de l'ensemble des éléments de sécurité. Après, il y a l'authenticité à l'état pur, donc ça on peut imaginer aussi. Ça se traduit comment chez Volvo? Alors ça a toujours été un véhicule un peu... Il y avait les cousins avant, les autres cousins suédois, donc c'était des voitures un petit peu décalées,
qu'on prenait parce qu'elles étaient fiables, sûres, spacieuses, utiles. Oui, ce qu'on veut dire par là, c'est vous ne pouvez pas juste déclamer, être incantatoire en disant mes voitures sont fiables, vous pouvez leur faire confiance et c'est plein de sécurité. C'est l'épreuve à l'appui. C'est pas d'être uniquement pas ostentatoire ou un peu profil bas, c'est de dire ce que je mets dedans, je peux le dire, mais il faut que je le dise bien. Nous sommes une entreprise cotée en bourse, ça veut dire que la RSE, les informations à rendre aux actionnaires et aux banques qui nous financent doivent montrer une traçabilité, une crédibilité, une légitimité très très forte sur tous les composants de cette valeur Volvo. C'est-à-dire, si on dit sécurité, on ne dit pas juste notre voiture est sûre et fiable. Tous les éléments, de la recherche à la fabrication, au recyclage, à l'extraction du cobalt en Afrique, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est traçable? Est-ce qu'on emploie le mauvais personnel pour le faire? Est-ce qu'on recycle un certain nombre de matériaux? Est-ce qu'on a une stratégie qui est de dire on n'utilisera plus de cuir animal pour mettre du végétal? Donc toute l'histoire doit s'écrire et doit se prouver, et tout le discours doit être consistant, et encore plus quand vos actionnaires, sur le rapport, veulent lire très précisément les engagements sur une industrie qui est quand même une industrie automobile. Donc on ne peut pas non plus être des anges blancs en disant nous ignorons tout ce qui se passe, donc on dit on fait partie du problème, donc on doit faire partie de la solution et le prouver. D'accord. Alors le luxe éco-conscient, alors ça, j'ai apprécié la formule marketing. Là, j'ai un peu plus de mal à visualiser le luxe éco-conscient, à avoir conscience du luxe éco. Ça se différencie du luxe tape à l'œil. C'est le luxe qui raconte son histoire et dire je me démarque parce que la voiture que je possède ou la voiture que j'ai louée, elle a des valeurs intrinsèques qui font que je lui fais confiance, mon statut personnel est en adéquation, on ne défend pas de valeurs sportives, on ne défend pas de valeurs clinquantes. Ce qu'on inscrit dans la valeur de marque, elle est faite de choses rationnelles au service des clients et qu'ils aient la possibilité de s'identifier à ce luxe. C'est-à-dire que comme on parle toujours d'automobile, et dire éco-responsable dans l'automobile, il faut associer les deux choses et ne pas être menteur ou un peu fake news, comme on dit. C'est tout ça et de l'incantatoire. C'est de mettre des choses, des valeurs en face de ça. Ou du green ou secure washing. Voilà, pas du greenwashing, c'est d'être consistant parce que l'exercice est très difficile. Ça reste une voiture. Alors la connectivité, mais on va revenir, c'était l'autre valeur, mais on va revenir dessus. Maintenant, on va passer à la clientèle et aux ventes. Alors moi, j'ai une image, mais c'est mon image à moi, traditionnelle, des acheteurs de Volvo. C'était plutôt des professions libérales, des cadres supérieurs. Bon, ça correspondait aussi à certains types de voitures. C'est encore... parce que les Volvo, c'est pas non plus donné. Alors, il y a beaucoup de choses dedans, mais ça correspond encore à la réalité ou c'est plus du tout? Alors... L'acheteur d'une Volvo neuve, comme l'acheteur d'une voiture neuve, il a 55-57 ans. Donc il est mûr, il est mature, il est installé dans la vie. Nos clients emblématiques et qui sont un peu vecteurs d'image sont effectivement une profession libérale, médecin, architecte, mais il n'y a pas que ça. Dans le haut de gamme, c'est-à-dire XC60 ou XC90, indéniablement, on en a beaucoup. Dans la gamme nouvelle gamme XC40, on est beaucoup plus en formule d'accession. Donc là, on est multi-possesseur. Donc je ne sais pas vous donner de statistiques tellement on en a. Ça a été les fers de lance, ce genre de client. Maintenant que vous avez beaucoup plus de formules locatives, où le prix, parce que vous parliez du prix en disant que ce sont des voitures qui sont quand même haut de gamme et chères, la valeur du prix en tant que telle ne signifie pas grand-chose. C'est la valeur de revente et la valeur résiduelle qui va faire que vous allez en fait payer un loyer. Donc c'est une somme qui est à peu près la même et qui se promène selon le curseur. C'est-à-dire que très cher, peut-être que votre voiture très chère ne va vous coûter toujours que 500 ou 600 euros par mois, parce que vous financez une valeur pendant un certain temps et sa valeur de revente, chose sur laquelle on travaille beaucoup, sera toujours très forte. Donc vos loyers sont assez écrasés au milieu. Donc c'est les fameux systèmes pour les entreprises comme pour les particuliers, Exactement. les LLD, les LOA, LOA et LLD. LLD à particulier. Voilà. Donc nos cibles sont extrêmement diffuses, donc on a beaucoup de mal à faire des statistiques en vous disant, voilà, nous sommes très bons dans tel type de clientèle, parce que la restauration, on avait énormément de restaurateurs parmi nos clients. Bon, ils viennent de passer 2 mauvaises années, mais c'est une vraie valeur de fonds de commerce, alors qu'ils ne sont pas dans les libéraux, ce n'est pas des très grosses entreprises. On est très éclaté en termes de clientèle, avec des entrées de gamme, avec le XC40 qui est nouveau, qui nous renouvelle beaucoup, entre guillemets, multi-professions. Alors on ne peut pas ne pas passer sous silence les 2 années qu'on vient de vivre, avec les difficultés pour les constructeurs automobiles.
Les ventes de Volvo, alors je sais que j'ai eu un chiffre là, il y a eu les stats qui sont sortis sur le mois d'avril. En fait, le marché serait à -20 au niveau global et on serait même à -40 par rapport à 2019. Oui. Donc je ne sais pas si c'est sur le marché global ou si c'est sur le mois d'avril seul, mais il me semble que c'est sur le marché global qu'on a. C'est pas très loin l'un dans l'autre, de toute façon, parce qu'avril, et c'est de pire en pire mois après mois pour l'ensemble de l'industrie. Oui, on est au je ne sais plus combien de mois négatifs. Oui, en immatriculation, donc en livraison. Et chez Volvo, c'est comment vous... C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face. En fabrication, livraison, immatriculation, qui ne sont que le résultat des ventes d'avant, le résultat, il n'est pas bon, faute d'approvisionnement. C'est-à-dire que vous avez deux phénomènes, les semi-conducteurs qui sont en pénurie, l'Ukraine, d'une certaine manière, qui ralentit les productions, mais le reconfinement en Chine en ce début d'année est une catastrophe planétaire, puisque le poumon industriel qui fabrique plein de choses est en Chine. Et donc, les productions sont à l'arrêt. Ça veut dire que les délais s'allongent, mais l'activité commerciale, malgré tout, sur le marché, la vraie activité commerciale... Alors c'est ce qu'on lit, on dit qu'on ne peut pas livrer, mais les carnets de commandes, ils sont là, ils sont pleins. Oui, et la statistique du marché global, depuis le mois de janvier, c'est de janvier à fin avril, grosso modo, c'est étal par rapport à l'année dernière. Plus ou moins 1% en prise de commande. C'est publié par le CCFA. En revanche, les immatriculations et livraisons, c'est en chute libre, c'est une catastrophe, parce que de toute façon, on a livré ce qu'on avait vendu, mais on ne sait plus fabriquer pour le moment. Alors comment on fait pour vivre quand on est un constructeur automobile et comment font les distributeurs aussi pour... C'est un exercice très compliqué, c'est que vous changez beaucoup de vos paramètres, c'est-à-dire que vous devez garder toutes vos forces vives, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de serrer et de supprimer des forces de vente. Vos frais de structure, vous faites très attention. Vos frais de communication, vous ne les coupez pas complètement, mais vous les ramenez à ce que vous allez savoir vendre. Vous changez votre mix de produits, c'est-à-dire que vous avez moins à vendre, donc vous allez créer de la valeur et vous allez vendre des modèles plus chers, plus équipés, de façon à ce que vous n'encaissiez pas. Si le marché va faire -15, -20% en livraison et facturation, il faut que votre chiffre d'affaires ne chute pas d'autant. Donc quand on est premium, c'est un peu plus facile, parce que vous poussez votre mix vers le haut. Et vous jouez, ça améliore les valeurs résiduelles et vos loyers ne sont pas pour autant, en tant que consommateur, aussi mauvais que ça. L'impact qui arrive, qui est embêtant, c'est que les taux de financement remontent en ce moment. Donc voilà, il y a un peu un double impact. Donc vous changez votre modèle, vous avez moins à vendre en disponibilité immédiate, mais vous continuez à vendre et à vous créer du portefeuille. Donc ça, vous ne lâchez pas l'affaire en disant « Désolé, mais je ne pourrai pas vous la livrer avant 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois. Et si je peux vous la livrer avant, eh bien on optimise la production. » Alors, on va parler des véhicules du futur et du devenir et de demain. Donc, malgré tout ça, la recherche et le développement continuent, se poursuivent, heureusement. Oui. Et on va vers... donc, on a parlé d'aller de plus en plus vers l'électrique. Mais Volvo va se différencier comment, sur quoi? Est-ce qu'il y a des nouveaux... Alors, on avait vu... j'ai vu passer une info, je vais la faire confirmer. Il y avait Polestar, qui est la marque un petit peu sportive de Volvo, qui est donc tout électrique, si je ne dis pas de bêtises, qui devait arriver en France et puis qui a eu un petit problème avec un constructeur au chevron et qui a bloqué un peu bloqué les choses. Alors, c'est quoi le futur de Volvo? C'est ce qu'il y a à l'intérieur? C'est c'est l'infodivertissement? C'est la voiture en elle-même? C'est plus d'autonomie électrique, mais plus de poids, avec des batteries plus... Alors, il y a le débat technologique sur l'électrique pur et l'autonomie et les batteries. Ça va s'améliorer, ça va faire des progrès, on va avoir le 100% électrique. Ce n'est pas le plus gros enjeu dans toute la discussion. C'est-à-dire que toutes les voitures vont être électriques, 100% des voitures de 100% des constructeurs vont devenir un jour ou l'autre électriques. Donc Volvo s'inscrit dans cette tendance. Les grands débats de Volvo, c'est connectivité, voiture autonome, c'est-à-dire que la voiture en tant que telle va devenir de plus en plus intelligente, prendre le relais sur le conducteur, communiquer avec d'autres voitures et communiquer avec le cloud de façon à être au courant de l'état des lieux de son environnement, des infrastructures. Est-ce que la route est dégagée? Est-ce que la route est dégagée? Est-ce que je peux y aller? Ou est-ce que tout d'un coup, une voiture a envoyé une information disant « Attention, nid de poule,
dont tous les suiveurs vont bénéficier. Donc, on reste dans les ADN de sécurité qui, pour le moment, alimentent la voiture autonome, c'est-à-dire qu'on est bardé de capteurs, de radars, de lidars, de lasers, etc., qui captent tout l'environnement. Donc ça, on continue à investir en vue d'améliorer la sécurité, mais en vue d'aller vers la conduite autonome petit à petit. Donc ça, c'est le vrai enjeu. Et ensuite, toutes les solutions de mobilité. Alors sur la voiture, on ira après sur la mobilité. Oui. Sur les voitures, aujourd'hui connectées, bourrées d'ADAS, comme on dit, d'aide à la conduite. D'aide à la conduite, oui. Et puis sur les véhicules autonomes, alors je pense, on voit très bien ce que ça peut donner pour des navettes qui font du transport public de personnes sur des parcours marqués, sécurisés, ou même en ruralité, etc., qui viennent chercher les gens, etc. Un véhicule complètement autonome pour un particulier, ça a un intérêt. Moi, je demande qu'à être convaincu, mais je ne le suis pas nécessairement. Parce que je trouve que ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en plus, aux États-Unis, ça bouge beaucoup plus vite, parce que la réglementation est beaucoup plus souple. Il y a des États, au Texas, où un véhicule autonome, du moment qu'il est assuré, il peut faire ce qu'il veut, à peu près. En Europe, c'est un peu plus compliqué. On a la fameuse convention de Vienne qui bloque un peu les choses. Mais on n'a pas l'impression. Moi, je suis allé chez VDCom il y a 4 ans. Maintenant, j'y suis retourné. J'ai l'impression que j'ai vu les mêmes choses, quoi. Au niveau de l'autonomie, ça n'a pas beaucoup avancé. Alors, si ça a avancé par rapport de véhicule à piéton, de véhicule à infrastructure, oui. Mais l'autonomie par rapport au réseau, aux autres, aux personnes vulnérables, comme ils disent, mais par rapport à l'autonomie elle-même du véhicule, on n'a pas l'impression que ça évolue très vite. Mais il y a tellement de choses qui doivent évoluer. La réglementation, la législation, l'assurance. Est-ce que c'est la voiture qui choisit l'arbre ou l'enfant? Voilà. Est-ce qu'on protège les gens qui sont dans la voiture ou la personne qui est avec ça? Donc il y a plein de sortes de débats. Bien entendu, au début, ce sont sur des parcours et des périmètres totalement restructurés et identifiés, en vue plus tard. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur de la projective qui est à très long terme, d'être dans des voitures qui sont à n'importe quel endroit capables de se diriger toutes seules, de prendre la relève. Et là, un point que vous soulevez aussi, c'est tant qu'il y aura une vieille voiture non connectée, potentiellement dangereuse en face, qui ne communique avec personne, le risque sera là. Donc c'est comment on gère ça étape par étape. C'est comme l'animal qui traverse la route. Hein. Oui. Alors, la technologie évolue, devient de plus en plus sophistiquée, va être sur de plus en plus de voitures dès lors que les segments de route seront sécurisés. Quand vous mettez la technologie très coûteuse et très puissante sur peu de voitures, vous ne savez pas l'amortir. Dès lors qu'un maximum de voitures sont vendables avec ce genre de technologie et capables d'aller sur des axes routiers, dès lors que c'est autorisé, dès lors que l'assurance a été bien bouclée, là, on va commencer à pouvoir amortir sur un peu plus de plateformes, un peu plus de voitures. Et là, c'est Volvo qui travaille ou c'est la maison mère qui travaille sur ces sujets-là? Alors, c'est Volvo avec des filiales qui s'appellent Zenuity, avec des partenaires qui, en Suède, s'appellent les autorités aéroportuaires et les autoroutes, de façon à ce que tout le monde puisse se communiquer avec les pompiers, la police, comment on désincarcère, comment on arrive à lire ce que font ces voitures-là. Donc, pour le moment, c'est vraiment Volvo qui n'externalise rien. De temps en temps, il peut y avoir un peu de confusion, c'est que Volvo vend des voitures à, par exemple, Google ou Uber, juste pour citer des opérateurs, et eux utilisent ces voitures-là et montent leur propre système. Ce sont les leurs. Ou Apple, oui, ça a été aussi. Voilà, ou Apple sur certaines voitures. Donc nous sommes fournisseurs de la voiture avec les systèmes, mais eux-mêmes produisent complètement leur système de conduite autonome. Donc il peut y avoir ambiguïté sur les deux, mais Volvo développe ses propres systèmes avec ses propres filiales de recherche d'ingénierie sur tout ce qui est radar, laser. Alors est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des Volvo de niveau 4 en autonomie? Non, c'est toujours du niveau 3? Oui. C'est-à-dire que, vous n'avez pas le droit de lâcher votre volant. Vous le lâchez, mais 15 secondes plus tard, vous avez une alerte qui vous dit êtes-vous bien là? Sonore, etc. Voilà. Ensuite, c'est absolument interdit. La Convention de Vienne dit vous devez tenir votre volant. Donc c'est de l'assistance à la conduite en cas d'endormissement ou en cas de perte de moyens ou en cas de problème de santé. Donc pour le moment, c'est absolument impossible. Donc on est au 3, voilà, qui est de l'assistance à la conduite. Mais vous n'avez aucune voiture 100% autonome en France qui ait le droit de rouler.
sauf sur une piste privée. Sauf, oui, sécurisé ou privé, oui. Mais ça n'a aucun intérêt en tant que tel. Alors, avant d'aller sur la mobilité, qui est quand même les solutions de mobilité, qui est le sujet qui nous intéresse, j'ai fait un papier sur la maison mère, donc sur Geely, qui a testé qui travaille beaucoup sur le méthanol, qui a sorti une voiture qui s'appelle l'Am-Grande, qui est hybride, bimotorisation, avec du méthanol. Est-ce que c'est propre à Geely? Oui, c'est totalement Geely. Parce qu'ils le font aussi pour les camions, je crois, et ils le font pour les poids lourds. C'est pas du tout destiné aux autres. Geely est une énorme organisation. Énorme organisation avec chaque année une marque qui vient se rajouter ou une acquisition. Donc ce sujet-là, je ne le maîtrise pas du tout. Et il y a une étanchéité totale entre ce que Geely fait et ce qui est applicable à Volvo, Polestar ou Lynk & Co, qui sont des entités qui ont un lien avec Volvo. Donc je ne sais pas du tout vers quoi ils vont. La seule certitude que je pouvais vous donner, c'est l'hydrogène ne fait pas partie de la recherche du groupe pour le compte de Volvo. D'accord. Volvo avait sorti, j'avais fait un papier aussi, mais il y a 3 ans, il avait fait une voiture, ils avaient montré une voiture volante. Oui. Qui sortait d'un garage, c'est juste un proto. En fait, ça n'a jamais. Ça existait vraiment? Alors, notre propriétaire, l'actionnaire chinois, a investi dans toutes les solutions de mobilité. Il regarde tout et il a acquis une start-up aux États-Unis, effectivement, qui fabrique des voitures qui sont des voitures qui décollent en bout de piste. Enfin, vous dépliez ça. Elles ne sont pas particulièrement Volvo. Mais il investit dans le poids lourd, dans les systèmes de mobilité, les voitures volantes, histoire de comprendre toutes sortes de technologies et de styles de motorisation. Et donc, de ne pas rater le coche aussi. Voilà, en fait, c'est ça. C'est un peu une vision asiatique, c'est de dire on ne s'interdit rien et on y va très très vite. Et à défaut de partir de zéro, on achète des compétences. Alors, plus sérieusement, Volvo et la mobilité, ou plutôt les mobilités, c'est quoi précisément? Donc, ce sont des véhicules, mais ce sont quels services autour? Là, tout ce qui était covoiturage, autopartage a été mis entre parenthèses, nécessairement. Oui. Donc, vous avez des offres, c'est-à-dire que Volvo a un portefeuille d'offres de mobilité? Oui. Qui est un enjeu aussi important que de développer des voitures et les technologies de voitures. C'est qu'il y a une conscience que le client va avoir des exigences complètement différentes. Alors, le Covid a changé un petit peu la situation entre je l'utilise, je roule, je télétravaille, je vais moins à domicile. Et donc, les partages et les échanges, ce sont des technologies qu'on maîtrise parfaitement. Un XC40, vous avez une application sur votre iPhone et vous pouvez le partager. Vous envoyez un code et tous les deux, de notre iPhone à notre iPhone, nous nous autorisons d'emprunter la voiture et je vous envoie une clé de démarrage pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce que vous voulez et ça se monétise. Donc ça, c'est une technologie qui existe déjà dans nos voitures, qui est le partage de la voiture. Il y a une société qui a été... Pardon, c'est entre particuliers. Oui, c'est entre particuliers. Mais l'application, elle peut être sur un véhicule d'entreprise aussi, puisque c'est lié à un utilisateur plus qu'un propriétaire. Et voilà, c'est à l'aide de clés digitales. Et Volvo a créé une entreprise en Suède qui s'appelle M pour Mobility et qui imagine que les voitures peuvent être en stationnement libre dans une ville. C'est des modèles économiques qui existent déjà aussi en France, à Paris il y en a, où la voiture est là à disposition et vous la louez pour 1 heure, pour 2 heures et vous la relaissez dans des endroits qui sont identifiés. Et le système vous permet d'avoir de la multimobilité, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un ticket de train, puis d'une trottinette, puis de la voiture, le système vous permet d'avoir ce forfait global qui vous permet d'avoir de la multimobilité. Donc ce système est testé en Suède. C'est ce qu'on appelle les systèmes MaaS. Oui, on passe de... Mobility as a Service, c'est exactement ça. Alors, c'est mis en place, il y a un système digital qui permet de le gérer. C'est en phase test. Le modèle économique vit dès lors que le consommateur est respectueux de la qualité de la voiture et de sa restitution. Et qu'il n'y a pas de frais de nettoyage, de remise en état qui tue le business model Ce qui s'était passé à Paris avec les voitures en auto. Un peu, voilà. Donc, c'était pas le même type de gamme de non, véhicules. mais ils ont regardé très très près le modèle de la Blue Car ou des choses comme ça à Paris en voyant la dérive du système finalement par l'usage. Mais le travail de fond sur lequel on nous demande d'avancer, c'est le client de demain
ne s'inscrira sans doute beaucoup moins dans des mobilités du style je la loue pour 36 mois ou 48 mois et je la rends et c'est fini. Ça sera peut-être pour avec du flex à l'intérieur en disant je vous la loue, mais potentiellement dans 6 mois, dans 12 mois, je vous la rends, je repars sur autre chose, ou dans un mois. Et la formule que je veux, ce n'est pas une grosse voiture tout au long de ma location, c'est une petite, mais je veux qu'on me prévoie 5 fois par an, 10 fois par an, une autre voiture. Donc j'optimise mon budget, j'optimise mes solutions. La multimodalité sont des choses auxquelles on réfléchit, liées au train, à l'avion et des choses comme ça. La facilité de la négociation, donc tout le commerce en ligne et digital. On ne dit pas tout va passer sur le digital, mais la relation du client va devenir de plus en plus simplifiée. Et si de son canapé à 1h du matin, il a envie d'une formule, il faut qu'on puisse lui donner. Moi, je préfère qu'elle soit chez moi. Donc on travaille tous ces outils. C'est très avancé. Il y a 5 pays en Europe qui testent ces formules, qui les vendent, qui les commercialisent. Qui sont Suède, Angleterre, Allemagne, Norvège, Danemark. C'est une solution qui s'appelle Care by Volvo. Vous louez une voiture. Dans un package complètement fermé de 500 €, vous avez absolument tout. Et vous avez une option de flexibilité qui vous permet de dire nous avons conscience que dans 3 mois, pour des questions professionnelles ou familiales, ça peut ne plus vous convenir. Vous arrêtez, vous avez loué un usage, donc c'est sur des lignes de produits très identifiées, c'est sur du stock immédiatement disponible. Donc ça, on le teste, ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on est à 14% de nos ventes mensuelles dans ces pays qui se font par une formule totalement digitalisée, dématérialisée. Vous voyez que le physique a encore de longues heures devant. Et on nous dit poussez la machine beaucoup plus loin dans la complexité de ce système où si vous voulez continuer à promouvoir la mobilité automobile, offrez des solutions simples, dématérialisées, digitalisées et hyper souples et flexibles. Là, on parle uniquement des particuliers ou ça peut être adapté, y compris à des entreprises? Au système le plus large possible. D'accord. Une entreprise peut, et on le voit chez des leasers, dire moi j'ai un collaborateur, sa période d'essai est de 6 mois, j'ai besoin d'une voiture pour 6 mois et je ne suis pas certain de le confirmer. Oui, avant il fallait prendre une voiture, il fallait acheter une voiture de location pour le mettre en place. Oui, c'est ça, c'est des formules qui existent déjà en moyenne durée, pas en courte durée, mais moyenne durée. On veut se les réapproprier pour offrir ces solutions. C'est 500 € par mois? La formule du Care by Volvo, ça démarre à 500, puis ensuite vous pouvez avoir des solutions un peu plus sophistiquées parce que vous prenez un modèle plus sophistiqué. C'est ce qu'on appelle, aujourd'hui le système d'abonnement qu'on peut arrêter. Exactement ça. En fait, on parle de souscription. C'est le mot anglais d'abonnement. Et vous n'êtes plus enfermé dans une solution qui peut, avec les mobilités géographiques des gens ou les mobilités familiales et professionnelles où ça fluctue, dire vous ne savez pas vers quoi vous allez, on vous offre des solutions d'une flexibilité totale et vous avez le droit de changer d'avis tout le temps. Et c'est limité à un pays ou ça peut être... Non, pour le moment c'est testé dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'on peut prendre le système et passer d'un pays à un autre Non, pour le moment c'est vraiment dans les pays où c'est testé, parce qu'il faut un outil digital extrêmement sophistiqué. C'est tout l'enjeu des systèmes masse où il faut tout récupérer toutes les données, traiter des tonnes et des tonnes de data. C'est exactement ça. Et tout doit être extrêmement fiable. C'est-à-dire que du moment où vous passez votre commande, vous allez avoir une visibilité sur la production, l'arrivage, la configuration de votre voiture, le financement, le contrôle du crédit. Bien sûr, vous payez tout en ligne, le lieu où vous la voulez, à une date précise pour que vous puissiez vous organiser. Et la traçabilité des systèmes implique une sophistication incroyable de l'outil. Et ce qui marche bien en test, c'est plutôt sur des versions 40 ou des versions... Toute la gamme. Toute la gamme. Plus vous allez vers des véhicules sophistiqués haut de gamme, plus la notion de risque est présente et plus elle est séduisante. Donc vous avez progressivement tous les modèles qui rentrent dans la gamme. Donc là-dessus, alors la volumétrie, c'est bien sûr sur le XC40 que ça marche le mieux. Donc vous êtes plutôt en avance par rapport à ce qui existe actuellement chez les autres sur ce sujet, parce que généralement les systèmes masse en France en Europe sont des systèmes qui n'intègrent pas l'automobile. C'est plutôt des systèmes de transport public. Oui. Alors effectivement, ça va de la trottinette au train, mais ça ne prend pas, prend pas en compte, le véhicule. C'est le véhicule, c'est la vie du client, ce sont les amendes, parce que les voitures sont la propriété de Volvo, puisque c'est une souscription. Donc voilà, les infractions, les amendes, le conducteur est assuré, n'est pas assuré, fait partie de la famille. Donc il y a plein d'impondérables. Alors on apprend chaque jour en marchant. Le système marche.
la fiabilité à l'intérieur de ça, et du coup, il a encore beaucoup de travail manuel, enfin, le travail manuel est incroyable derrière, il est beaucoup trop lourd, donc on a encore énormément de travail à faire pour le fiabiliser et le rendre beaucoup plus fluide. On a une idée de la commercialisation effective. C'est-à-dire, là, on est en test. En fait, ça marche totalement dans ces 5 pays. C'est complètement officiel, hein. Vous allez sur les sites de Volvo en Allemagne, en Suède et dans les 3 autres pays. Vous pouvez parfaitement faire votre réservation. Il y a encore un peu de bug. Le parcours client n'est pas encore totalement optimisé parce que l'intégration de tous les systèmes et de toute la data, c'est un monstre de sophistication. Alors, quand on va rajouter les versions autonomes avec les relations avec les véhicules, les infrastructures... Je pense qu'à l'avenir, on aura moins de versions. Moins de choix et des offres beaucoup plus simples, alors qu'aujourd'hui, on a encore avec une panoplie qui laisse beaucoup de choix et on s'aperçoit que finalement, le choix le plus resserré pour une solution facile, ça marche très très bien auprès de la clientèle. Donc de ce côté-là, les progrès vont se faire assez vite. Et alors, on est bientôt à la fin de ça, a été vite, hein, à la fin de cette grande interview. On finira peut-être par des questions courtes avec des réponses concises, s'il vous plaît. Alors, si vous deviez résumer ou caractériser Volvo aujourd'hui en quelques mots, en général, et puis sur la France et le marché français, et puis après, pour demain. Alors, on a parlé demain, c'est effectivement l'entrée dans les mobilités, enfin, de nous dire quel est l'axe majeur de développement. Ce que vous savez de Volvo aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que vous allez voir dans les 5 années qui viennent. Volvo, aujourd'hui, vend 700 000 voitures par an, a une ambition à 1 200 000, je parle du monde entier. Donc, il y a une très, très forte croissance en volumétrie. Les énergies et la motorisation, ce que vous connaissez aujourd'hui, va complètement basculer vers le 100% électrique. Les solutions de vente que vous connaissez aujourd'hui, qui sont assez traditionnelles, vont aussi radicalement évoluer. Le style, l'engagement en faveur de la sécurité et de la fiabilité, ça bien entendu, ça restera. Ça fait partie d'un groupe énorme et extrêmement puissant qui a les moyens de financer toutes ses ambitions et pas uniquement de la technologie. La partie mobilité, usage et la révolution dans les usages pour répondre totalement à la consommation de demain, ne pas se laisser manger par des places de marché concurrentes qui s'installent un peu disruptives, mais d'avoir notre propre place de marché, donc d'être très digitaux, à l'appui de nos réseaux, je dirais, physiques. Donc ce que vous connaissez ne sera plus du tout la même chose, mais ce que vous connaissez d'un point de vue ADN sera toujours au rendez-vous, parce que c'est la vraie valeur de marque qu'on va défendre avec bec et ongles. OK. Donc, on arrive au terme de cette interview. Un grand merci à Yves Pasquier-Devine pour avoir répondu à nos questions. Merci. Merci également à nos auditeurs et spectateurs à qui nous donnons rendez-vous pour d'autres interviews, qu'elles soient petites, grandes ou croisées, dans les mois à venir et tout au long de l'année. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt sur A-News Mobility.